Bonjour, aujourd'hui une dynastie qui a régné sur un des plus grands empires du Moyen-Âge, les Plantagenets. Nous, les Plantagenets, nous venons du diable et nous retournerons au diable. Richard Cœur de Lion. « 2000 ans d'histoire. On racontait au Moyen-Âge qu'en chevauchant dans une forêt, le comte d'Anjou, Geoffroy le Bel, aperçut un jour une licorne au visage de femme et vêtue d'un manteau d'or. Elle disparut aussitôt en laissant derrière elle un champ de genêts. Bouleversé par cette apparition, Geoffroy décida de faire de cette fleur son emblème et d'en planter sur toutes ses terres. C'est ainsi, dit-on, que Geoffroy le Bel devint Geoffroy Plantagenet, le père d'une dynastie qui allait régner sur un empire oublié qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées et de l'Irlande au Languedoc. Un empire dont il ne reste que quelques noms illustres, Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, ou leur mère Aliénor d'Aquitaine qui apporta à son mari Henri II le moyen de régner à la fois sur l'Angleterre et sur la moitié de la France. Nous, Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Écosse, d'Irlande et du pays de Galles, comte d'Anjou, de Bretagne, de Poitou et de Normandie, de Maine, de Gascogne et d'Aquitaine. Henri Fitz-Ampres, premier roi Plantagenet, couronné à 20 ans, le guerrier le plus vaillant d'une vaillante époque. Il sut mener ses gens, défendre la justice et régner durant 30 ans sur un empire aussi grand que celui de Charlemagne. Jean Favier, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre dernier livre, Les Plantagenets, qui vient de sortir chez Fayard, vous rappelez l'histoire de cette famille, donc, qui a régné pendant plus d'un siècle au Moyen-Âge sur un territoire immense, c'est vrai, presque aussi grand que celui de Charlemagne, puisque ça allait de l'Écosse aux Pyrénées, et que les historiens appellent un empire, mais en fait, est-ce qu'on pouvait l'appeler comme ça? Parce que Henri II, qui était le premier à régner, n'était pas empereur, il était roi d'Angleterre, mais il était comte et duc aussi. Aucun d'entre eux n'a été empereur, et lorsque j'utilise le terme, j'ai mis tout au moins la première fois des guillemets, parce qu'il faut bien trouver un terme. En réalité, il faudrait parler de complexe féodal. Bon, on ne veut pas titrer un livre « Le complexe féodal des Plantagenets ». Le mot le plus inexact, ça serait « État », parce que un État, ça suppose des structures unitaires. Ça suppose une structure politique, j'allais dire centralisée. Le terme « empire », il couvre quoi? Il couvre tout simplement un royaume, deux duchés, des comtés, qui ont en commun d'avoir le même personnage à leur tête, et c'est tout. Alors tout ça, c'est un ensemble donc assez compliqué, mais sous l'autorité, comme vous le dites, d'un seul personnage. Et tout ça a démarré, cet empire, on peut l'appeler comme ça, vous utilisez le mot entre guillemets. Cet empire, il est né d'un simple comté qui était le comté d'Anjou, dont le premier Plantagenet était comte, un Geoffroy le Bel. Comment est-ce qu'on est passé d'un comté d'Anjou avec Geoffroy le Bel à un empire, entre guillemets. On est passé par l'extraordinaire capacité de deux hommes, Geoffroy Plantagenet et son fils Henri II. Henri II Plantagenet, lui aussi porte ce titre au regard de l'histoire, leur capacité à utiliser le hasard, à utiliser les occasions qui passent. Rien n'était prévisible, on ne pouvait pas prévoir que le roi d'Angleterre, Henri Beauclerc, qui avait deux fils, deux héritiers par conséquent, deux héritiers possibles. Les deux allaient mourir dans le même naufrage. On ne pouvait pas prévoir que sa fille, qu'il avait mariée à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le vrai empereur, allait se retrouver veuve. Qu'elle allait faire un deuxième mariage, pas tellement glorieux. Quand on a été impératrice, épouser un simple comte d'Anjou, c'est pas brillant. On ne pouvait pas prévoir que le roi d'Angleterre, Étienne de Blois, qui avait un fils, allait perdre son fils avant lui-même de mourir et finalement se rallierait aux concurrents. Ce qui fait que vous avez une série de hasards totalement imprévisibles en l'espace de moins de 10 ans. De moins intelligents que Geoffroy
et Henri aurait probablement laissé passer des occasions. Eux, non. Alors le hasard et les liens matrimoniaux, bien sûr, donc vous le rappeliez, ce Geoffroy le Bel épousait sans savoir que son fils deviendrait roi d'Angleterre. Je n'ai pas évoqué Aliénor. La fille du roi avant. Il y a aussi le fait que ce Geoffroy va devenir duc de Normandie, cette fois-ci par la guerre. Il devient duc de Normandie, c'est pas mais le parce hasard. qu'il a les droits qu'il tient de cette veuve qu'il a épousée. Et que son fils, donc Henri II, qui allait hériter de toutes les possessions, de tous les comtés et duchés de son père, allait encore les agrandir en épousant Aliénor d'Aquitaine, si bien qu'il devient duc d'Aquitaine, Poitou, Gascogne, Limousin, Agenais. Aliénor, il faut préciser qu'elle est la duchesse héritière. Elle est la duchesse d'Aquitaine. Elle n'est pas l'épouse d'un duc. Alors voilà le fils de Geoffroy, donc le futur Henri II d'Angleterre, qui n'est pas encore roi, mais qui est déjà maître au fond de presque la moitié ouest de la France. Il est plus puissant que le roi, alors qu'il est son vassal, Jean Favier. C'est là l'un des grands problèmes qui n'ont jamais été résolus. Henri II a tenu le coup, si je puis dire, mais de fait, après lui, ça s'est dégradé. C'est tout simplement que vous avez un personnage qui est souverain, roi, en Angleterre, mais qui ailleurs est le vassal d'un autre roi, le roi de France. Jamais l'Aquitaine n'a fait partie du royaume anglais. Quand on parle de l'Aquitaine anglaise, c'est une monstruosité. Vous savez, l'un des plus grands capitaines de la guerre de Cent Ans, du côté qu'on dit anglais, c'est le captal de Buch, c'est Jean de Grailly, qui était un Gascon et pas un Anglais. Autrement dit, ni l'Aquitaine, ni l'Anjou, ni le Maine, ni la Normandie n'ont fait partie du royaume du Plantagenet. Son royaume, il est en Angleterre, il n'est même pas en Écosse. Quand il domine l'Écosse, il n'est pas roi d'Écosse. Alors justement, résumons-nous, Jean Favier, parce que c'est très compliqué ces liens matrimoniaux. C'est très compliqué. Ce système féodal. Donc Geoffroy, le père d'Henri, lui était comte d'Anjou, duc de Normandie, etc. Son fils Henri hérite de tout ça, plus l'Aquitaine grâce à sa femme épouse Aliénor, Aliénor que le roi de France vient de répudier. Et ce fils Henri devient Henri II en devenant roi d'Angleterre parce qu'il est le petit-fils du roi qui est mort, de Henri Ier. Et alors, il est à la tête donc d'un empire. Hein, il est à la tête d'un ensemble extraordinaire dont l'extraordinaire diversité à tous égards est une richesse. Mais dont l'étirement le long du méridien du nord au sud est certainement une grande faiblesse. Vous souvenez-vous, Napoléon n'a pas pu passer la Manche, Hitler n'a pas pu. Alors, quand vous avez à gouverner un empire qui va des frontières de l'Écosse aux Pyrénées, il faut savoir que, à certains moments, un message ne passe la Manche qu'après 2 mois d'attente. Et puis alors c'est des langues différentes. Lui-même, il faut le rappeler, Henri II parlait, puisqu'il était d'origine française, angevine, il parlait le français. D'ailleurs, la capitale de cet empire, entre guillemets, c'était pas Londres, c'était essentiellement l'essentiel de sa vie, comme d'ailleurs de son fils Richard et de sa mère Aliénor, c'était en France. Le cœur de cet État, de cet empire, incontestablement, c'est la partie continentale. Et c'est pourquoi ils se sont battus comme des chiens pour la garder, parce que sans la partie continentale, il restait en tout et pour tout le royaume d'Angleterre. Et on comprend pourquoi, et ça m'a conduit à mener mon livre jusqu'à la fin du XIVe siècle, ils se sont battus pour garder cette Guyenne, qui est une espèce d'annexe, mais qui est le vestige d'un empire continental qu'ils espèrent quand même, pendant tout le XIVe siècle, encore reconquérir. Alors, ce roi Henri II, et il faut rappeler qu'il a quand même régné plus de 30 ans, Jean Favier, ce qui est très rare à l'époque, et il a régné avec une très grande fermeté. Il avait un ami, je crois que c'est l'archevêque de Canterbury, qui était Thomas Becket, qu'il fait carrément assassiner parce qu'il défiait justement l'autorité royale. Il n'a pas fait assassiner, il a probablement dit quelque chose du genre, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, qui nous débarrasserait de cet archevêque. Oui. Alors, il y a des gens zélés qui sont allés tuer l'archevêque. En réalité, c'est un problème qui est assez général au Moyen-Âge. Quand on voit un évêque qui a des fonctions, on en déduit que c'est un homme d'église qui gouverne. Pas du tout. Donc on l'assassine. Non, mais c'est un homme d'État qu'on a emprunté à l'église. Bon, Thomas Becket, il est le chancelier du roi. Chancelier du roi, il sert le roi, y compris contre les prétentions de l'église d'Angleterre. Pour le récompenser, on en fait un archevêque de Canterbury, et il se met à ce moment-là à défendre les droits de l'église d'Angleterre contre le roi.
Alors, donc très grande fermeté quand même de Henri II, qui est aussi très grande habileté, qui va réorganiser ou organiser les États à la tête desquels il se trouve, leur justice. Il fait de grandes réformes, il interdit les guerres privées, il surveille ou interdit les tournois, il favorise une certaine unité monétaire. Oui, aussi. Le sterling devient prépondérant. C'était l'euro de l'époque, alors. Mais c'était le florin, en tout cas, de l'époque, avant le florin. Alors, il met de l'ordre dans son royaume, ou dans ses royaumes, ou dans ses États, mais pas dans sa propre famille. C'est-à-dire, si vous le permettez, il a quand même une chose qu'il ne pouvait pas faire, c'était l'unité. Et finalement, chacun de ces éléments, de ces petits États, si vous voulez, garde sa structure politique, son droit, sa coutume. La diversité est extraordinaire. Alors quand nous voyons dans l'ensemble politique de l'Empire Plantagenet à la fois apparaître la légende du roi Arthur, donc les romans de la Table Ronde, et puis au sud les troubadours de Languedoc, nous nous disons quelle richesse. Mais ça veut dire quand même des gens à gouverner qui ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même civilisation, n'ont pas le même type de réponse politique. Alors il a gouverné tout cet ensemble, mais il réussissait plus difficilement à gouverner sa propre famille, et notamment ses enfants. Jean Favier, c'était Henri le Jeune, Geoffroy, Richard, le futur Richard Cœur de Lion, et le dernier, Jean Santerre, encouragés tous les quatre par leur mère Aliénor à comploter en permanence contre leur père. Vos fils sont une partie de vous. Comme des verrues et des goitres, et je vais me les faire extraire. Regardez-les bien. Geoffroy, c'est une manière de chef-d'œuvre. Il n'est pas en chair, c'est une machine avec des pignons et des rouages. Et Jean, est-ce vous qui lui avez dicté sa dernière trahison? Non, ce n'est pas un enfant. Il est seulement l'homme que nous avons fait de lui. Il est votre œuvre, pas la mienne. Et Richard est la vôtre. Le roi Henri n'a pas eu de fils. Il engendra 3 créatures barbues, mais il les désavoua. Vous n'êtes pas de moi. Votre sang n'est pas le mien. Je vous renie tous. Aucun de vous n'aura mon royaume. Je ne vous laisserai rien et que la peste vous emporte. Alors, je sais pas si cet extrait de film est conforme à la réalité, Jean Favier, mais ça bardait quand même dans la famille Plantagenet à l'époque d'Henri II. Ça ne pouvait que barder. Que voulez-vous? Il faut partager l'héritage. Il faudra partager l'héritage. Et Henri II ne se décide jamais à trancher vraiment. Finalement, on a l'impression qu'Henri II se dit on verra bien quand ça arrivera, sauf qu'il n'y sera plus. Parce qu'il n'y a pas de loi de succession, comme il y en avait en France, c'était le fils aîné. Non, le royaume va à l'aîné des ayants droit. Mais rien ne dit que le même doit avoir le tout, c'est-à-dire le royaume, les 2 duchés d'Aquitaine et de Normandie et les comtés. Alors, en plus, un phénomène qu'il faut quand même regarder en face, c'est Jean Santerre. Il reste sans terre. Oui, parce qu'il faut rappeler, Jean Favier, il y a 4 fils. Oui. Il y a Henri, dit le Jeune, auquel doit aller, c'est un premier testament, l'ensemble, d'abord la couronne d'Angleterre et l'ensemble des terres des Plantagenets. Et qui meurt avant son père. Et qui meurt avant son père. Il y aura Richard, auquel revenait l'Aquitaine de sa mère. Il y avait le 3e Geoffroy, auquel revenait la Bretagne par son mariage. Par son mariage. C'est comme ça que la Bretagne a été rattachée à l'ensemble. Il épouse la duchesse de Bretagne. Et puis justement, le dernier dont vous parlez, Jean Santerre, parce que lui, on lui proposait rien. Eh bien, on ne lui propose rien. Chaque fois que Henri II prend des dispositions pour sa future succession, Jean Santerre se contente de 3 seigneuries. J'ai là-dessus une idée qui est confortée par la suite de l'histoire. Je crois que Jean Santerre était vraiment un incapable, que son père le savait, et qu'il aimait mieux ne rien lui donner. Il ne pouvait pas deviner qu'un jour, le destin de l'Empire Plantagenet reposerait sur Jean Santerre, qui a été capable, il faut quand même le dire, de perdre la Normandie et de perdre l'essentiel de l'Aquitaine. Alors on y reviendra, Jean Favier, mais entre-temps, vous le disiez, le fils aîné étant mort, Henri le Jeune étant mort, le premier testament devient caduc, à la mort donc de Henri le Jeune en 1183, ce qui contraint Henri II à une nouvelle répartition de l'héritage des Plantagenets. Tout ce que vous avez me revient. Quelle est la part de néant que vous me réservez? Mais par Dieu, mes fils, vous ne pouvez être rois tous les 3. Nous pouvons tenter de l'être. Cette querelle est vaine. Je veux que toi, Richard, tu sois mon successeur. Si tu es roi, l'Angleterre reste intacte. C'est à ça que je tiens. Que faites-vous de moi? Je suis votre préféré, c'est moi que vous aimez. Je regrette, Jean, je ne puis rien y faire. Pourrais-tu préserver ce que je te donnerai? Vaincre Richard par les armes? Vous m'avez trompé. Je ne l'ai pas voulu. Vous êtes le père le plus exécrable de la terre. J'en suis affligé. Pauvre Jean. Nives nunc deprimitur, palpere
Aujourd'hui, dans 2000 ans d'histoire, les Plantagenets et cette chanson, Reditetas Aurea. Voici le retour de l'âge d'or par l'ensemble Alla Francesca. Un chant qui célèbre le couronnement de Richard Cœur de Lion, le fils donc de Henri II, Jean Favier, qui va régner 10 ans sur l'Angleterre, mais aussi sur toutes les possessions des Plantagenets, entre 1189, mort de son père Henri II, et 1199. 10 ans, en fait, en dehors de cet empire, parce que, on le sait, les 4 premières années du règne de Richard Cœur de Lion, ça va se passer en Terre Sainte. Enfin, en croisade. C'est la croisade et le retour fâcheux au cours duquel il est fait prisonnier et sa captivité est bien connue. Il est parti en croisade, il faut le rappeler, avec le roi de France. Il est parti avec le roi de France, lequel est rentré très vite, et Richard Cœur de Lion s'est trouvé avoir tort parce qu'il était l'absent et qu'il était rançonné par le duc d'Autriche et ensuite par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais Richard Cœur de Lion, à l'évidence, avait de très grandes ambitions en dehors même de cet empire que nous connaissons. Les comportements qu'il a sur la route de la Terre Sainte, que ce soit en Sicile, que ce soit à Chypre et que ce soit ensuite en Terre Sainte, nous montrent un homme qui a une ambition pour les Plantagenets qui est tout simplement d'en faire le premier lignage souverain de l'Occident. Et quand on le voit multiplier les relations avec la Bavière, essayer d'intervenir dans les affaires du Saint-Empire, on constate que pour Richard, ce que nous connaissons comme empire plantagenet à son apogée était un point de départ. Et à cela, il faut ajouter quand même, c'était peut-être un diplomate, mais c'est aussi un guerrier, d'où son nom de Richard Cœur de Lion. Il avait fait ses preuves. Très courageux pendant la croisade, alors que Philippe Auguste s'en va, retourne en France, peut-être pour justement s'occuper un peu de lui en son absence. D'ailleurs, qu'avait fait Richard Cœur de Lion quand il est parti? À qui restait le gouvernement justement de son royaume? En fait, c'est Aliénor. Etc. C'est Aliénor. Vous savez, Aliénor, on la juge trop souvent en partant uniquement de ses débuts, c'est-à-dire cette jeune femme un peu écervelée, qui tombe dans les bras d'un jeune et beau garçon que son mari répudie, le roi de France, et qui épouse le futur roi d'Angleterre sans savoir qu'il sera roi d'Angleterre. Non mais attention, l'Aliénor des dernières années, c'est une femme qui gouverne au nom de son fils, c'est une femme qui s'arrange pour faire payer la rançon de son fils, c'est une femme qui calme les ambitions que suscite inévitablement l'absence du roi. Ça n'est plus l'Aliénor qui dressait les fils contre le père, c'est une Aliénor qui se sent responsable du gouvernement. C'est elle l'impératrice, si on peut parler comme ça, de ce qui n'est pas un empire. Oui. Et qui, à la fin, a la sagesse de se retirer. Elle se retire à Fontevraud. Elle se retire, non pas pour éviter le pouvoir, non pas pour éviter les responsabilités, mais parce qu'elle comprend que son temps est passé. Et entre-temps, donc, c'est elle qui a accumulé la rançon qu'il fallait payer pour que son fils Richard soit libéré et revienne en Angleterre en 1194. Richard, by the grace of God, King of England, Duke of Normandy and Aquitaine, Count of Anjou. Richard! Devant moi, s'agenouille une nation divisée. Debout à présent, et tous unis pour l'Angleterre. Et c'était donc le retour de Richard Cœur de Lion, immortalisé bien sûr par le roman de Walter Scott, Ivanhoe, le film que l'on vient d'entendre de Richard Thorpe. Richard Cœur de Lion revenu de croisade pour s'occuper de cet empire des Plantagenets qu'il a consolidé. Jean Favier, il a continué d'ailleurs pour cela à se battre contre le roi de France. C'est même en France qu'il est mort. Il l'a même battu. Oui. Richard Cœur de Lion meurt, si je puis dire, par accident. Il assiège un tout petit château et il ne prend pas les précautions qui s'imposaient, c'est-à-dire qu'on passe devant lui un bouclier et il se met à côté du bouclier pour voir ce qui se passe. Et il prend une flèche. Mais Richard Cœur de Lion ne meurt pas dans la déconfiture. Il a consolidé le... Ah, tout à fait. Oui. Mais alors que la déconfiture, elle est en bonne partie l'œuvre de son frère Jean Santerre. Alors justement, donc il meurt en 1199. Il faut rappeler que Richard Cœur de Lion,
comme sa mère, comme son père, nous l'avons dit, je crois, a été enterré à l'abbaye de Fontevraud, ce qui montre bien, au fond, que cette famille, en tout cas à ses débuts, elle est vraiment plus française qu'anglaise, cette famille de rois ou de reines d'Angleterre. Ce sont de grands barons français, ou français est inexact, le mot est inexact, de grands barons du royaume de France. Ouais. Mais il parlait français. Si j'ai arrêté mon livre à la fin du XIVe siècle, c'est le moment où le conflit tourne au conflit national, français contre anglais. Avant, c'est une affaire féodale, c'est une affaire de clientèle. Ce n'est pas une affaire d'une nation contre une autre. Ça le devient au XVe siècle. Au temps de Jeanne d'Arc, ce sera une nation avec la contre guerre une de autre. 100 ans, qui se prépare un peu. Alors, la guerre de 100 ans, elle a duré 300 ans. Hein. Richard, on peut pas en faire une seule guerre. Richard Cœur de Lion donc meurt en France au combat en 1199, et c'est donc son frère. Alors lui, vraiment le Jean sans terre qui devait être en principe sans terre, le voilà soudain à la tête de cet héritage énorme de l'Empire. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est avec lui que ça va finir par se disloquer. Le roi de France lui prend la plus grande et sa plus belle forteresse, c'est-à-dire Château-Gaillard, et Jean sans terre ne se dérange pas. Il va même pas essayer de secourir Château-Gaillard. Il fait appel à ses barons du Poitou et du Limousin contre l'armée du roi de France, conduite par le fils du roi de France, le futur Louis VIII, et que lui disent les barons lui disent, nous on n'a pas confiance en vous, on va pas se battre pour vous. Et c'est la déconfiture de Jean sans terre qui est obligé de fuir et qui ne trouve rien d'autre à écrire à ces barons anglais que « je suis en bonne santé ». Bon, les Anglais, eux, en avaient assez de payer, car ça leur coûtait très cher, des campagnes sur le continent où ils ne trouvaient nullement leur avantage. Mauvais diplomate aussi, en s'alliant avec l'empereur de... Mauvais diplomate et mauvais homme de guerre. Et Jean sans terre aura été la catastrophe de l'Empire Plantagenet, alors que, incontestablement, les deux grands hommes, c'est Geoffroy et c'est Henri. Je ne mets pas Richard dedans parce qu'il est mort trop tôt. Alors, Jean sans terre, lui, mourra beaucoup plus tard. Justement, il s'allie, je l'ai dit à l'instant, avec l'empereur d'Allemagne, enfin germanique, qui s'appelait Othon IV, dont les troupes vont être battues par Philippe Auguste. Philippe Auguste, on n'en a pas parlé, mais Philippe Auguste est un personnage qui est très important dans cette histoire-là, parce que finalement, il est plus faible que ses Plantagenets, et il va finir par exploiter leur division. Il a une supériorité, c'est que son royaume est ramassé dans l'espace. Alors que l'État ou l'empire du Plantagenet, je le disais en commençant, ça va de l'Écosse aux Pyrénées, ça n'est pas facile à gouverner. Le roi de France, lui, a quelque chose de beaucoup plus aisé à tenir en main. Alors, comment dirais-je, Jean sans terre, donc quitte, vous le disiez, Jean Favier quitte la France, où il ne remettra plus les pieds. Lui, en revanche, sera le premier Plantagenet enterré en Angleterre. Et les barons anglais lui imposent la Grande Charte, c'est-à-dire cette capitulation politique. Parce que non seulement il perd l'Empire, entre guillemets, mais le royaume se transforme, et c'est à cette époque-là, on l'oublie, sous les Plantagenets, qu'au fond, l'Angleterre va devenir une espèce de régime déjà parlementaire. Le Parlement, ça date de Jean sans terre. Le mot constitutionnel serait tout à fait inexact. La Grande Charte n'est pas une constitution, mais dans la réalité des faits, c'est quand même cela. Le roi d'Angleterre, dorénavant, doit composer avec ses barons et très vite avec les représentants des communes. Pour avoir les moyens de sa politique, il doit négocier. Le roi de France, à certains moments, il sera tenu, mais ça ne durera pas. Alors, il permet à ses barons, à son clergé aussi, de se réunir dans un lieu pour parler. Je crois, c'est d'où le nom de Parlement, d'ailleurs, tout simplement. Le mot Parlement existait en France aussi. Oui. On parle de la cour du roi en Parlement. Cela dit, on peut pas reprocher quand même à Jean sans terre. Ça veut dire assemblée délibérative. On peut pas reprocher à Jean sans terre d'avoir créé un système, malgré lui, un système parlementaire. Jean Favier. On le lui a imposé. Cela dit, il n'est plus à la tête d'un grand empire. Il ne reste plus à l'Angleterre que la Guyenne. Mais son fils Henri III sera un grand roi. Ce n'est pas la fin politique de la dynastie. Les Plantagenets, ils vont durer encore jusqu'au XVe siècle. Le dernier Plantagenet va régner en se déchirant. Il y aura le fameux Richard III, par exemple. Je me suis arrêté avant l'apparition des Lancastres, mais les Lancastres, c'est tout simplement une branche des Plantagenets. Et si je me suis arrêté, pardon de me répéter, c'est parce que les données de la politique européenne ont changé. Alors cet empire, toujours entre guillemets, Jean Favier, il n'existe plus depuis longtemps, on l'a un peu oublié. Qu'est-ce qui reste de lui? Malgré tout, il reste forcément des choses en Angleterre ou en France, puisqu'il se trouvait sur les deux pays. Qu'est-ce qui reste en dehors des très beaux gisants qu'on évoquait en dehors des micros? Il reste beaucoup de choses qui sont antérieures au Plantagenet. Si la langue anglaise est aussi riche en mots français, c'est que la langue
qui sait parler pendant des siècles, était héritière tout simplement de la conquête de l'Angleterre par les Normands, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant en 1066. C'est à ce moment-là qu'un État, un véritable État cette fois, anglo-normand, ou normano-anglais si vous voulez, s'est constitué. Il y a eu une profonde unité de l'Angleterre et de la Normandie, alors qu'il n'y a jamais eu d'unité de l'Angleterre et de l'Aquitaine. Les barons normands sont possessionnés en Normandie comme en Aquitaine. Ce ne sont pas les barons aquitains qui refusent de suivre le roi d'Angleterre en disant nous, ce ne sont pas nos affaires. Les Normands, ce sont leurs affaires. Il y a eu là une création très durable qui est cette espèce de solidarité intellectuelle, politique, économique entre la Normandie et l'Angleterre. Et qui date donc des Plantagenets que l'on retrouve... Et quand la reine d'Angleterre va au Canada et qu'on arbore à ce moment-là son standard, c'est-à-dire son étendard au Canada, on y voit les 3 fleurs de lys. Ben oui, ça fait beaucoup de choses, tout de même. Ça fait beaucoup de choses. Qui viennent des Plantagenets. Je rappelle qu'elle est toujours duchesse de Normandie quand elle va à Guernesey. Merci Jean Favier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Les Plantagenets, origine et destin d'un empire, publié chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'un Louis XI, édité chez Fayard. Vous avez pu entendre des films, des extraits de films, Un lion en hiver d'Anthony Harvey avec Peter O'Toole dans le rôle du roi Henri II, disponible en DVD chez MGM, et Ivanhoe de Richard Thorpe, une cassette de chez Warner Video. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidwin Caron et Benjamin de la Gâtinais, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.